À l'école, en prépa, j'avais toujours des notes horribles en allemand et en anglais. Et j'ai même raté Sciences Po à cause de ça, parce que j'ai eu genre 5 en allemand. Et à partir de 8, en fait, c'est éliminatoire. Les langues. Donc voilà, ça a toujours été un peu mon traumatisme. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, maintenant, il faut que tu aies un déclic. Il faut que tu partes, quoi. Peu importe, en fait, ton niveau de langue. Il faut que tu partes et que tu te confrontes à l'autre et à la langue étrangère, quoi. Et je sais qu'il y a beaucoup de mes amis qui sont depuis des générations dans la ville dans laquelle j'ai grandi et qui se sentent très bien. Et je pense vraiment qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'héritage, en fait. D'inconscient presque, où tu te dis, en fait, là, je me sens bien, je sais pas, il y a une présence, il y a une énergie qui me parle, auquel je peux m'identifier et qui fait que j'y reste. Dans son ouvrage Les Dents longues, Georges Raby disait « La recherche du bonheur rend les gens tellement malheureux ». Anissa n'est absolument pas malheureuse, mais déterminée à trouver le bonheur. Et cette recherche effrénée s'accompagne de son lot de questions et parfois de déceptions. Née au sein d'une famille multiculturelle, Anissa a toujours été en quête de son Eldorado, qu'elle imagine tantôt en Suisse, en Allemagne, en Belgique et même en Hongrie. Des pays dans lesquels elle a vécu de son propre chef. Aujourd'hui, dans French Expat, on prend la direction de Berlin en Allemagne et on part à la conquête du bonheur. Et ensemble, on analyse les raisons du déracinement inhérent à l'expatriation. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Donc ça, c'était un truc qui m'avait marqué quand j'étais arrivée à Berlin, en avion. Je voyais tous les immeubles recouverts d'arbres, enfin en tout cas, toutes les cours, les immeubles recouverts d'arbres. Et je me disais, waouh, c'est hyper vert cette ville. Et en fait, j'ai vécu pendant 4 ans dans ce quartier, donc dans le quartier dans lequel je suis actuellement, Kreuzberg. À chaque fois, j'étais vraiment étonnée en fait d'entendre les oiseaux de manière aussi prégnante, genre communiquer comme ça. Alors moi, c'est Anissa. Je vis à Berlin depuis 5 ans bientôt. En fait, je suis née en Suisse, à Berne. Et mes parents ont emménagé en France quand j'avais 2-3 ans. Donc ma langue maternelle, c'est le suisse-allemand. Mais en revenant, en arrivant en France, j'ai fait un petit rejet du suisse-allemand parce que mon cerveau de bébé pensait que le français, c'était beaucoup plus sympa. J'ai refusé de parler à ma mère suisse-allemand. J'ai réappris le français en fait derrière et donc c'est pour ça que je suis pas tout à fait bilingue malheureusement. Donc c'est mon grand regret, c'est que ça a été assez difficile pour mes parents en fait de maintenir la communication dans les 2 langues. Donc du coup je parle allemand mais avec un petit accent français. Je travaille actuellement avec des réfugiés mineurs dans un centre d'hébergement à Berlin. Donc là, avec la crise en Ukraine, il y a beaucoup d'Ukrainiens, mais il y a aussi des Afghans, des Yéménites, Kurdes, des Libanais. Enfin voilà, c'est assez prenant, mais vraiment, j'aime beaucoup ce que je fais. Puisant ses origines en Suisse allemande, ayant grandi dans le sud de la France, Anissa nous parle aujourd'hui depuis Berlin en Allemagne. Un destin, si ce n'est international, profondément européen. Une prophétie que sa maman avait quelque peu prédit. Alors ma mère m'a toujours dit, de toute façon, tu vas pas finir avec un Français, je suis sûre que tu vas finir avec quelqu'un qui a une autre nationalité. Quand ta maman, elle te répète ça à longueur de journée, tu finis par la croire. Et ça finit par arriver, en fait. Tu vois, genre, il y a un espèce de destin. Alors, en fait, dans ma famille, du côté de ma mère, les femmes ont toujours emménagé dans un autre pays. C'est-à-dire que elles sont jamais restées dans le pays dans lequel elles sont nées. En fait, bon, je dis ça par rapport à ma grand-mère et à ma mère. Après, mon arrière-grand-mère, je sais pas trop. Mais ma grand-mère est allemande, donc elle a vécu la guerre quand elle était
plus petite, elle s'est amourachée d'un Suisse allemand et elle a emménagé en Suisse quand elle avait 18 ans. Ma grand-mère m'a toujours dit que c'est la pire des choses de ne pas vivre dans son pays d'origine parce qu'on est toujours une étrangère et que quand elle revient en Allemagne, elle est suisse et quand elle est en Suisse, elle sera toujours l'allemande. Ma mère, elle, je pense qu'elle est très heureuse de ne pas être restée en Suisse. Mais effectivement, c'est vrai que j'ai toujours eu cette envie en fait de partir. Et je me souviens quand je faisais mes jobs d'été, une fois j'avais rencontré un couple franco-allemand qui vivait à Berlin. Genre je devais avoir 18 ans, enfin j'étais jeune, tu vois. Et il me disait ouais, nous on vient de Berlin et tout. Je fais ah ouais, c'est vrai. Et ça me donnait trop envie. Et j'avais trop envie de tomber amoureuse d'un nom français et de partir vivre à l'étranger. Donc ça me faisait pas mal fantasmer. Mais j'étais très nulle en langue. En gros, je voulais faire des études internationales pour justement pouvoir faire peut-être de la politique. Mais en prépa, enfin à l'école, en prépa, j'avais toujours des notes horribles en allemand et en anglais. Et j'ai même raté Sciences Po à cause de ça, parce que j'ai eu genre 5 en allemand. Et à partir de 8, en fait, c'est éliminatoire. Les langues. Donc voilà, ça a toujours été un peu mon traumatisme. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, maintenant, il faut que tu aies un déclic. Il faut que tu partes, quoi. Peu importe, en fait, ton niveau de langue. Il faut que tu partes et que tu te confrontes à l'autre et à la langue étrangère, quoi. Au moment où je pars, j'ai 24, je crois. Donc je pars à Genève pour mes études. C'est peut-être plutôt 22 ans. Et ensuite, quand je suis en Suisse, je décide de faire un Erasmus en Allemagne, à Heidelberg. Et là, je dois avoir 23 ans. Heidelberg, c'est en Allemagne donc, et c'est aussi une des plus vieilles universités au monde. Une ville très étudiante qui réserve bien des surprises à Anissa. Donc du coup, je suis un peu arrivée last minute et le problème, c'est que j'étais avec un camarade à moi de l'université de Genève. Et donc, ce qui m'a un peu enfermée dans une espèce de duo avec cette personne. Et j'étais un peu frustrée parce que du coup, je rencontrais pas forcément des gens qui parlaient l'allemand. J'étais célibataire à l'époque. Je venais fraîchement de me séparer de mon ex-copain français. Et j'étais en mode, ouais, qui sont les mecs célibataires dans la promo, etc. etc. Et il y a une de mes copines qui me disait, ah ben il y a András, là, il est pas mal lui et tout, il vient de Hongrie. Je fais, vas-y, montre-moi et tout. Et en fait, elle me le montre, je fais, bof, c'est ça le beau gosse. Et bref, malgré tout, tu vois, tu sais, le fait que les gens te disent qu'il est beau, que toutes les filles le courtisent, etc., ça te donne un peu envie, tu vois. Enfin, je sais pas, il y a cette espèce d'aura qui se dessine. Et je me souviens qu'une fois, j'étais un peu bourrée. Je m'étais blessée parce que j'étais tombée à vélo. Bref, je me suis blessée la main. Donc j'avais ma main en sang, mais j'étais quand même allée dans ce club où il était. Donc je suis allée le voir et je lui ai fait on m'a dit que tu venais de Hongrie, tu viens de Budapest. Moi j'ai été 2 fois à Budapest pour le Sziget Festival. Ça te dit quelque chose et tout. Et il en avait mais rien à foutre de moi. Il m'a à peine répondu. Donc premier contact hyper froid. Et finalement il s'est avéré qu'il vivait dans la même résidence que mon pote en question. Il s'exprimait de manière assez étrange. Il me faisait rire en fait, tu vois. Et je me dis, c'est qui ce mec bizarre? Je le trouve trop, je sais pas. On a eu un espèce de coup de foudre amical, enfin, je sais pas, une connexion assez forte. Je le trouvais très atypique. Et en fait, on a passé la journée ensemble et on est devenus très potes. Et on est restés amis comme ça pendant quasiment tout l'Erasmus. Et on s'est mis ensemble après que moi je sois partie, en fait. Je suis revenue voir mes copains. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'on était très, très, très attirés par l'âme de l'un et de l'autre. Et donc, on a fini par se mettre ensemble. Donc, moi, je rentre pour faire mon stage de fin d'études. Et lui, il reste à Heidelberg pendant encore 6 mois. Et ensuite, il rentre à Budapest. Et là, en fait, c'était un peu compliqué parce que du coup, moi, j'étais sur Paris. Lui, il était à Budapest. Et en fait, il se bougeait pas pour venir me voir. On restait dans une espèce de relation comme ça, virtuelle. Et moi, je pensais trop qu'on était ensemble. Enfin, j'étais un peu comme ça, aveuglée par mon idée de l'amour et du romantisme. Et c'est vrai que du coup, mes potes, ils commençaient à me dire, mais attends, vous êtes ensemble, mais ça fait genre 3 mois que vous n'êtes pas vus. Genre, t'es sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche et tout. Bref, et donc du coup, j'ai fini par lui écrire un email et lui dire, écoute, mec, c'est bien joli nos échanges virtuels, mais à un moment donné, il faut que ça devienne un peu plus concret. Donc, je te propose qu'on se voit bientôt, ou sinon,
je passe à autre chose, quoi. Et donc, du coup, il a pris son billet d'avion pour venir me voir à Paris. Et ensuite, on s'est mis ensemble, enfin, vraiment sérieusement. J'ai décidé d'aller vivre en Hongrie, en fait, pour 3 mois, pour apprendre le hongrois. Voilà, vu que je suis très bonne en langue. Je me suis dit, hop là, est-ce qu'on se rajouterait pas un autre défi linguistique? Et finalement, en fait, donc, je suis partie à Budapest et les 3 mois se sont transformés en 4 ans parce que j'ai trouvé un travail là-bas. Et que voilà, et que en fait nos vies ont changé en fait un peu sur un coup de tête parce que c'était pas prévu en fait. Enfin, j'étais censée, tu vois, venir pour 3 mois et on était jeunes quand même, tu vois. Enfin, moi j'avais jamais vécu avec quelqu'un, lui non plus. Lui il était encore en études. Enfin, c'était assez, c'était pas prévu, quoi. Et la vie en Hongrie, c'est quoi alors? C'est comment? La Hongrie, c'est un pays donc qui est une autocratie. Hein. C'est Orban qui est au pouvoir depuis 10 ans, je crois, enfin, depuis un bon bout de temps. Et Orban a encore gagné haut la main, alors qu'une opposition était en train de se former. Mais effectivement, c'est un gouvernement qui joue sur toutes les peurs. Donc la peur de l'autre, la peur des étrangers, des réfugiés, de l'Europe, des LGBTQI. Alors c'est vraiment, il y a eu un référendum en même temps que les élections parlementaires, il y a eu un référendum sur des lois interdisant la propagande LGBTQI. Donc c'est hallucinant en fait. Et en fait, c'est dans les villes, c'est pas le cas. Donc Budapest, Pécs. Alors donc il y a 2-3 villes comme ça qui sont quand même assez tournées vers l'Europe, vers l'international. Mais c'est vrai que la race campagne, enfin voilà, on leur donne pas les moyens de toute façon de forcément s'informer et réfléchir puisque tous les médias sont détenus par le gouvernement. Donc voilà, il y a vraiment pas de liberté de presse, il y a rien. Et mon ex-copain, du coup, justement, András, s'est engagé en politique. Et donc, il a été un des partisans de l'opposition. Mais ils ont malheureusement perdu encore aujourd'hui, enfin cette année. Le changement n'est pas pour maintenant. Donc oui, effectivement, il y a une haine de l'autre et qui est instrumentalisée par la politique en place. Et c'est assez effrayant. Mais alors du coup, l'intégration, ça se passe comment? Anissa est clairement un pur produit de l'Europe, entre la Suisse, la France, l'Allemagne. Comment est-ce qu'elle s'intègre, elle, véritablement, en Hongrie? Moi, je suis blanche, je suis brune, et donc du coup, si je parle pas, on peut penser que je suis hongroise, tu vois. Donc si je n'ouvre pas ma bouche, ça va. Ensuite, j'ai un copain hongrois, donc c'est vrai que du coup, par son biais, j'avais un copain hongrois. Par son biais, du coup, j'ai quand même rencontré beaucoup de Hongrois et avec qui j'ai noué quand même des liens assez forts. Mais dans ma vie à moi, celle que je me suis faite, j'ai surtout sympathisé avec des internationaux en fait, enfin des Brésiliens, des Sud-Américains, des Français, quoique il y en avait pas énormément, mais j'ai jamais vraiment ressenti que j'étais à ma place. Par exemple, enfin moi ce qui me marquait, c'est quand tu venais dans je sais pas, commander de la nourriture et t'avais l'impression qu'ils allaient te lancer la nourriture dans la gueule, quoi. Enfin genre c'était c'était hyper déroutant et souvent j'étais triste, tu vois, genre je me disais mais j'en peux plus de ce pays en fait. Alors après je sais que les Hongrois c'est aussi comme ça entre eux, donc ils ont pas, enfin le service c'est pas quelque chose qui est ancré dans leur culture apparemment. C'était une expérience assez particulière, même si je pense que les Hongrois avec leur langage, leur culture, c'est des gens qui ont énormément de profondeur. Enfin, tu sais, il y a beaucoup de psychiatres, de philosophes, de prix Nobel en fait qui viennent de Hongrie alors que ils sont seulement 11 millions. Je sais pas, ils ont un énorme quota de prix Nobel, mais c'est souvent des gens qui sont partis de Hongrie en fait, tu vois, qui arrivent à ce niveau-là. Mais voilà. Un pays quand même assez nostalgique, beaucoup de mélancolie, je pense, sur une grandeur qui n'a jamais été, tu vois. Parce que, en fait, je pense que c'est des gens qui sont très, très fiers de leur culture et de leur langue, parce qu'ils ont une langue qui est unique, en fait. C'est pas une langue slave, c'est pas une langue latine, et ils sont assez peu à la parler. Et du coup, à la comprendre. Donc, ça crée quand même une espèce de communauté très forte.
mais qui est aussi, je sais pas, entouré de frustration en fait. Tu sais, c'était un pays qui a été souvent dominé par des puissances étrangères, donc l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman. Donc ensuite, il y a eu le traité de Trianon, dont ils sont encore en train de parler un siècle après. Enfin voilà, donc c'est pour ça aussi qu'ils n'aiment pas trop les Français. C'est à cause du traité de Trianon qui a donc divisé l'Europe et qui a enlevé à la Hongrie une partie importante de son territoire. Donc voilà, vivre un peu dans cette espèce de frustration d'une grandeur qui aurait pu être, mais qui n'est plus. Ou, voilà. Et donc Orban joue vachement sur ce sentiment-là. Et dans un monde en fait où tout est assez incertain, où tout bouge assez rapidement, où on a du mal à s'identifier à quelque chose, tu vois, où on est toujours en train de se redéfinir. Et ben c'est vrai que parfois le nationalisme prend une place importante dans cette logique, quoi. Anissa part avec son amoureux hongrois en stage en Belgique, dans les institutions européennes. À ce moment-là, elle rêve de s'y établir, car la Belgique représente pour elle un pays neutre pour son couple. C'est ni chez lui, ni chez elle. Mais le destin en a décidé autrement. Et à l'issue de leur séjour commun en Belgique, András décide de partir en stage en Allemagne, un pays qu'Anissa redécouvre au cours de ses voyages visites auprès de son petit ami. Là encore, elle imagine Berlin comme une terre neutre propice au développement de son couple. Mais une fois de plus, András chamboule les plans et rentre à Budapest à la fin de son stage. Anissa l'y suit. Et finalement, le couple rompt peu de temps après, alors qu'Anissa vit encore en Hongrie. Je suis partie à Berlin en juin 2017. Moi, je voulais partir en fait. Enfin, j'ai commencé à postuler à des VIE. Donc les VIE, c'est des volontariats internationaux en entreprise. Donc on bosse 2 ans dans une entreprise française à l'étranger. Et c'est un peu une situation gagnant-gagnant parce que les entreprises ne payent pas d'impôts sur ton salaire et toi, tu ne payes pas de taxes et en même temps, tu as une expérience à l'étranger. Et j'ai été prise à Berlin chez Sanofi pour un poste de brand manager, sachant que je n'avais aucun lien avec la pharma ni la biologie et que j'avais pas forcément beaucoup d'intérêt à bosser en pharma. Mais pour moi, c'était vraiment une nécessité en fait d'accepter ce travail et surtout que c'était assez confortable comme condition, sachant qu'ils me payaient l'expatriation, etc. Et donc, j'ai débarqué à Berlin en juin 2017. J'étais tellement heureuse parce que vraiment, Berlin, c'est une ville sur laquelle j'ai beaucoup fantasmé. Je suis partie vivre à Berlin 1 mois pour apprendre l'allemand quand j'étais plus jeune. Et j'ai toujours eu envie d'y revenir, en fait. Enfin, c'était vraiment, il y avait quelque chose dans cette ville, une énergie qui me... je me disais, waouh, je me sens tellement bien dans cette ville. Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui vibre là et qui me plaît beaucoup. Et bref, et donc du coup, j'ai réalisé mon rêve d'adolescente. Et je suis partie vivre à Berlin à 27 ans. J'étais dans un moment de ma vie où j'étais un peu au fond du trou parce que j'étais pas épanouie professionnellement. Je venais de larguer mon mec, mais bon, d'une manière ou d'une autre, c'est lui qui m'a larguée. Mais donc, du coup, ça a été assez difficile parce que lui m'a oubliée assez rapidement. Et donc, moi, je me prenais ça dans la face quotidiennement quand j'étais en Hongrie. Et donc, pour moi, ça a été ma bouée de sauvetage, quoi. Genre, tu t'imagines, c'était mon choix, en fait. Genre, depuis 4 ans, pour une fois, genre, je reprenais le contrôle de ma vie. Et je me disais, voilà, là, ça, c'est mon choix. C'est moi qui le veux. Il n'y a pas quelqu'un d'autre dans l'équation. Il n'y a pas un mec. Et donc, du coup, tu t'imagines que ça m'a donné un boost énorme. Alors après, ça ne veut pas dire que ça a été facile au début, puisque j'étais quand même... J'avais le cœur brisé. Et donc, on était quand même en contact, parce que mon ex est un politique, donc c'est aussi quelqu'un de très narcissique. Et donc, du coup, il aime bien maintenir comme ça le contact avec les gens qui lui donnent beaucoup d'amour. Donc, ça a été difficile de couper les ponts, mais j'ai trouvé la force, en fait, parce que déjà, j'étais dans un VIE, donc il y avait beaucoup de Français. Et donc, ça m'a permis, en fait, de trouver mon noyau assez rapidement. Donc, je me suis fait des amitiés, je me suis assez rapidement liée d'amitié avec certains de mes collègues. Je me suis inscrite dans un groupe de théâtre. Je me suis fait des amis via ce biais-là, et au fur et à mesure, ma vie, c'était ma vie en fait. C'était la vie que j'avais pas depuis 4 ans, où j'avais l'impression d'être passive, où j'avais l'impression que mes potes, c'était les potes de mon mec, où tu vois, où là vraiment, c'était mes activités, mes amis, mon travail, voilà.
Tout semble donc rouler, le rêve. Cependant, quand j'ai commencé à discuter avec Anissa pour préparer cet épisode, elle m'a vite parlé du fantasme autour de Berlin, du fait que beaucoup de gens idéalisent cette ville. Alors là, on est dans le quartier de Samariten-Kiez, à Friedrichshain, donc juste à côté de chez moi. Et ici, en fait, traditionnellement, il y a vachement de squats. Donc des immeubles qui ont été squattés et qui sont devenus en fait des espèces de communautés en fait politiques ou pas, mais voilà, c'est encore un peu une spécificité à Berlin, ces bâtiments qui appartiennent à ses habitants. Donc soit c'est des locations qui sont vraiment pas chères et qui datent de à peu près des années 90-2000, donc à la chute du mur. Et donc on peut voir ces immeubles un peu partout dans ce Kiez, à Friedrichshain, des couleurs flash. Donc là, il y a par exemple un immeuble où il y a écrit Keine Patriarchie, donc pas de patriarcat. Donc ça, c'est l'immeuble des anarchistes féministes. Donc c'est des réseaux plutôt altermondialistes, enfin de la gauche très radicale, voire anarchiste. Et donc il y a encore ces immeubles à Berlin. Je suis quelqu'un de très critique de manière générale, c'est-à-dire que même si je suis très enthousiaste et que je suis très passionnée et que j'aime les choses, et ben je suis aussi très critique des choses que j'aime. Voilà, Berlin, tu peux expérimenter beaucoup de choses, par exemple de formes de relations. Donc la moitié des gens ici est en couple polyamoureux, ou tu vois. Enfin, il y a aussi beaucoup d'espace de culture en fait pour explorer toutes ces facettes. Donc t'as beaucoup d'espaces queer, de sex club, où t'as moins cette connotation qu'on a peut-être en France du club libertin, où t'as des vieux de 50 ans qui font de l'échangisme, tu vois. Enfin, il y a quelque chose, il y a quand même un esprit de liberté en fait quand t'es à Berlin. Par exemple, les clubs sont ouverts du vendredi au lundi matin sans interruption. Donc tu décides toi quand tu veux faire la fête, tu décides quand tu veux partir. T'as un peu, tu vois. C'est un peu genre Disneyland. C'est Disneyland pour les adultes où voilà, tu vas, t'explores. Ce qui fait que ça peut être hyper cathartique en fait. En tout cas pour moi ça l'a été au début parce que j'étais là, je me disais waouh, je peux faire ce que je veux tout le temps. Voilà, enfin surtout pour ceux qui aiment bien danser, qui aiment bien faire la fête, qui aiment bien sortir. Et donc t'as cette espèce voilà d'attrait de Berlin où aussi tu vois même si tu veux faire quelque chose, exposer dans une galerie, tu peux beaucoup plus facilement qu'à Paris parce que tu vois il suffit d'oser en fait. Il y a quelque chose de beaucoup plus spontané et populaire et un peu moins élitiste et institutionnalisé qu'en France. Et donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent, en fait. C'est une ville vraiment culturellement très bouillonnante. Sauf que, je pense comme toute ville qui est comme ça, comme l'a été, je pense, Londres, Paris, elle attire les investisseurs, ça attire les gens qui savent que... de plus en plus de gens vont à Berlin, veulent vivre à Berlin. De plus en plus de touristes veulent venir à Berlin pour faire la fête. Et donc, va y avoir de la spéculation immobilière, va y avoir des immeubles qui étaient avant squattés par des artistes ou des clubs, etc., ou des collectifs qui vont être achetés en fait par des investisseurs étrangers qui vont en faire des immeubles de luxe. Donc ça depuis une quinzaine d'années, il y a toujours, il y a de plus en plus de squats en fait qui sont fermés pour cette raison-là. Et donc voilà, il va y avoir ce même effet pervers d'une ville bouillonnante qui, parce qu'elle est bouillonnante, attire les classes moyennes plus, on va dire, et devient de plus en plus chiante quoi. Et devient une ville un peu musée où du coup les clubs deviennent des entreprises où les prix vont augmenter. Alors là par exemple il y a eu le Covid, la pandémie et évidemment ça a été un énorme problème pour les clubs. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui les entrées sont beaucoup plus chères. Alors à l'époque avant le Covid c'était genre 13, 14, 15 euros tu vois pour tout le week-end. Là, t'as des prix à 25 euros, quoi. Donc, c'est quand même énorme. Les consommations ont aussi augmenté. Enfin, moi, personnellement, je gagne pas énormément d'argent. Pour moi, c'est plus trop accessible. C'est-à-dire que je vais choisir mes soirées avec parcimonie. Donc, t'as ce côté-là, et puis t'as le côté un peu
on va se montrer, tu vois, cette espèce de mode en fait, de mode de la cool, moi j'appelle ça la tyrannie du cool, tu vois, où t'es un peu, enfin en tout cas moi comme j'aime Berlin, comme j'aime sortir, c'est dans un endroit où tu vois, t'as pas besoin forcément de t'habiller d'une certaine manière ou t'as pas besoin de ressembler forcément à quelqu'un ou à quelque chose pour pouvoir rentrer dans ce club. Sauf que maintenant, c'est de plus en plus le cas, en fait. Et bon, effectivement, tu dois pas te mettre des talons, tu dois pas... c'est pas forcément une question de maquillage, etc. Mais tu dois quand même avoir un certain style, tu dois avoir une certaine attitude. Et puis, on va passer sur tout ce qui est, je sais pas, racisme, grossophobie, etc. À l'entrée des clubs, dans des soirées, par exemple, déguisées ou des choses comme ça. Parce que j'en ai entendu des histoires. Mais voilà, donc c'est une ville qui devient de plus en plus convenu, c'est-à-dire qu'il joue sur ce vernis de l'alternatif et de la fraîcheur, je sais pas, tu vois. Et en fait, on se retrouve dans... il y a que les élites, enfin, il y a que des gens qui travaillent dans des startups, qui ont des salaires à 3 000 euros, qui vont fréquenter ces endroits, tu vois. Donc, du coup, c'est un peu... tout ce qu'il y a un peu d'alternatif, d'anticapitaliste, de politique dans cette subculture est en train de disparaître, en fait. Et c'est à tel point que des banques, ils ont le projet d'ouvrir un club. Et voilà. Et donc du coup, avec tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ça ne devient plus un endroit politisé, ça devient un endroit de divertissement. Et c'est un peu pour moi, la face cachée de ce fun, tu vois. C'est-à-dire que le capitalisme s'en est un peu emparé parce que du coup, tu peux créer du profit à travers ça. Et ça devient beaucoup moins authentique. Mais je sais que Leipzig est beaucoup plus... Enfin, on dit de Leipzig, qui est une ville qui est à 1h30 de Berlin. Et Berlin des années 90-2000. Malgré ce portrait un peu en demi-teinte de la ville de Berlin, Anissa y vit toujours. Elle y semble heureuse, et elle le dit elle-même, même si elle a la critique un peu dure, elle adore cette ville. Donc là, on va se diriger vers le S-Bahn de Berlin, donc le Ringbahn, qui fait le tour de la ville et qui est assez pratique parce que quand on est à côté du Ringbahn, c'est un peu le bingo, on peut aller un peu partout. Et voilà, donc un des avantages d'avoir déménagé dans ce quartier, c'est que j'ai accès à ce Ringbahn. Donc je vais vous embarquer, venez avec moi. Déjà, je pense que je me suis jamais autant sentie chez moi rapidement qu'à Berlin. Je pense que ça vient du fait que je suis née dans un pays et j'ai grandi dans un autre pays, que mes parents sont pas de là... d'où j'ai grandi, enfin tu vois, il y a une espèce de côté de déraciné en fait, qui fait que je me suis jamais vraiment sentie à ma place, même en France. C'est-à-dire que quand je reviens de vacances, je suis excitée d'atterrir à Berlin ou de revenir à Berlin. Et je suis pas triste en fait, tu vois, genre je me dis les vacances c'était super chouette, mais maintenant je vais retourner à Berlin et je suis trop contente parce que je vais faire ça, je vais retrouver un tel, une telle. Et donc du coup, tu vois, j'avais vraiment ce sentiment où j'étais là, il suffisait que, tu vois, je me balade dans la rue, que je prenne le tram, que j'observe les gens. Et je me sentais vraiment, je sais pas, chez moi, vivante, en phase, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de vraiment difficilement explicable. C'est quelque chose, voilà, c'est le fait de vibrer avec quelque chose, avec quelqu'un. Et ben voilà, là, c'est pareil avec la ville. Et puis, surtout, je pense que ce qui m'avait manqué et que j'avais pas eu en Hongrie, c'est mes amis en fait. Enfin, j'ai vraiment eu des relations, j'ai noué des relations très profondes assez rapidement. Et aussi, j'avais le côté artistique qui me manquait énormément à Budapest. Je sais pas, j'ai trouvé en fait, peut-être parce que j'étais pas prête avant, mais en tout cas à Berlin, j'ai un peu trouvé ce que j'étais venue chercher sans savoir ce que c'était. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, pour moi, c'était pas une question en fait. Il était hors de question que je parte. À l'issue de son VIE, qui l'a amené à Berlin, Anissa se voit offrir un CDD, puis s'ensuit une période de chômage. Une période finalement plutôt salutaire. Je me suis épanouie comme jamais, quoi. Enfin, c'était juste avant la pandémie.
J'ai eu du temps pour moi dans une ville qui me plaisait, avec un socle de relations et d'amitié assez solide. J'étais pas non plus dans la recherche amoureuse. Enfin, tu vois, j'étais vraiment hyper sereine, en fait. Tu vois, genre hyper bien avec moi-même. Et donc, j'ai eu du temps. Et là, le Pôle emploi m'a offert des sessions de coaching professionnel, etc. Et c'est vrai que depuis longtemps, en fait, je réfléchissais à faire un podcast. J'avais eu plusieurs idées, surtout de parler de Berlin, justement, parce que c'était vraiment un sujet qui me faisait beaucoup réfléchir, tu vois, cette espèce de ce paradoxe tout le temps, tu vois, cette recherche de la liberté et en même temps cet individualisme, le capitalisme, le libéralisme. Bref, tu vois, j'avais vraiment envie de faire quelque chose avec ce sujet-là. Et finalement, à ce moment-là, j'étais aussi en train de tester les applications de rencontres. Et en fait, en même temps, donc, j'avais ce coach professionnel avec qui je discutais de ce que je voulais faire, etc. Et puis, il m'a grave motivée à faire mon podcast. Je lui disais, ouais, mais j'ai pas de micro, j'ai rien, j'ai pas de matériel, machin, nan. Et il me fait, tu prends ton téléphone, tu le mets, tu vois, sur une table et tu fais l'entretien. Et c'est comme ça que tu vas commencer, en fait. Et je lui ai fait, vas-y, ok, je le fais. Et donc, du coup, ça a commencé comme ça. Et puis, au fur et à mesure, voilà, j'ai encore plus kiffé ma vie, quoi, parce que j'ai commencé à faire des podcasts. Et finalement, tout ceci inspira Anissa Eprinchard à lancer son tout premier podcast indépendant, Homo Swipiens. Se définissant comme le podcast d'une génération tout entière de swipers, au travers d'Homo Swipiens, Anissa interroge en fait notre utilisation des réseaux sociaux et des applications de rencontres. Enfin, vraiment, il y a eu cette phase de pic en octobre 2019 où je me suis dit, je suis vraiment chez moi, je suis vraiment à ma place. Mais comme souvent, malheureusement, après un épisode de bonheur pur, s'ensuit parfois le désenchantement. Le fait de se sentir déraciné, c'est quelque chose qui, encore une fois, comme cette attirance pour une ville, pour Berlin, ou le fait de se sentir chez soi ou pas, c'est quelque chose qui fait que je sais pas, t'as pas envie de rester sur place, en fait. Enfin, tu te sens pas assez enraciné, tu te sens pas assez ancré pour projeter, en fait, pour projeter des choses, pour t'imaginer une vie future avec des personnes ou un travail. Enfin, voilà, c'est vraiment ce besoin de se dire que c'est mieux ailleurs. Tu vois, c'est toujours cette impression, un peu ce FOMO, ce fear of missing out, cette peur de toujours avoir l'impression de rater quelque chose d'autre. Et moi, je sais que j'avais ce sentiment très jeune où je me disais que c'est mieux ailleurs, ça doit être mieux ailleurs, c'est sûr, tu vois. Et je sais qu'il y a beaucoup de mes amis qui sont depuis des générations dans la ville dans laquelle j'ai grandi et qui se sentent très bien. Et je pense vraiment qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'héritage, en fait. D'inconscient presque, où tu te dis, en fait, là, je me sens bien, je sais pas, il y a une présence, il y a une énergie qui me parle, auquel je peux m'identifier et qui fait que j'y reste. Enfin, en Suisse, de toute façon, à chaque fois que je retournais en Suisse, j'avais l'impression d'être la française, un peu comme ce que ma grand-mère m'expliquait, tu vois. C'est-à-dire que j'étais la petite française qui parlait avec un accent français. En France, j'étais la Suisse. Alors, à chaque fois, les gens pensent que mes parents habitent en Suisse. C'est trop bizarre, tu vois. Enfin, genre, il y a toujours ce truc où qui es-tu, en fait? Enfin, d'où tu viens? Et alors, bon, moi, je peux te dire, hein, je suis culturellement très, très influencée par la France. Et je pense que dans beaucoup de mes... on va dire, de mes caractéristiques, on me dit que ouais, t'es bien française, toi, tu vois. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très français dans ma manière peut-être de m'exprimer, de penser, je sais pas, tu vois. Mais d'un autre côté, tu vois, je me suis jamais... J'ai vécu à Paris aussi, tu vois. Je viens du sud de la France, mais j'ai vécu à Paris. Et je me sentais pas totalement en phase avec Paris, même si j'adore cette ville et je me suis trop éclatée et que j'adore y retourner. Mais je me suis toujours dit non, c'est pas pour moi. Et tu vois, là, même à Berlin, je sens que j'atteins mes limites. C'est-à-dire que je suis un peu passée, j'ai un peu dépassé cette phase d'enchantement, d'idéalisation, où j'étais justement dans une phase de reconstruction. Donc, toute cette effervescence m'aidait à aller de l'avant, en fait, tu vois. Enfin, j'avais besoin de ce bouillonnement pour exister. Et là, en fait, maintenant que je suis un peu plus posée, que j'ai envie peut-être d'avoir des enfants, ou mon copain, lui, est italien et il parle pas allemand,
Donc, tu vois, où je me rends un peu plus compte de lui, ses difficultés, en fait, à vraiment s'intégrer. Le fait que, du coup, on forme un couple et que ses problèmes, c'est aussi un peu les miens, etc., tu vois. Et là, tu vois, je remets un peu en cause cette appartenance et ce sentiment d'être déraciné revient un peu, tu vois. Où je me dis, merde, mais alors, du coup, je pensais que Berlin, c'était ma ville. Mais maintenant, tu vois, maintenant que l'euphorie, on va dire, du début de relation est passée, et ben, où est-ce que je vais aller ensuite, tu vois? Et c'est toujours ça où tu te dis, maintenant, avec un peu d'expérience, tu vois, à force d'avoir déménagé, de t'être réinstallé, de savoir ce que c'est de t'expatrier, et ben, je suis vraiment à me demander, qu'est-ce qui va se passer ensuite, tu vois? De quoi j'ai envie et est-ce que j'ai envie peut-être de partir d'ici alors que pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment chez moi, mais que ce sentiment d'être chez soi s'érode un peu, je sais pas. Au-delà de ça, pour moi, Berlin, c'est une ville que je pourrais y rester quelques années encore, hein. Enfin, c'est pas trop un souci. C'est juste que mon copain est pas trop en phase avec cette ville. Il clique pas trop avec les Allemands. Il a une façon différente de je sais pas, de penser, d'être. Enfin voilà, il y a quelque chose qui coince. Et donc du coup, c'est vrai que ça m'influence vachement. Et surtout, en fait, et là, je vais parler un peu plus de la société allemande au-delà de Berlin. C'est quand même un pays où, en fait, quand tout va bien, t'as pas de problème. Tu vois, c'est un pays où on te laisse t'intégrer assez facilement si tu fais pas trop de vagues, tu vois, si tu suis bien les règles, si tu fais bien ce qu'on te demande de faire, de remplir les papiers de la façon dont tu dois les remplir, etc. Mais dès que t'as un problème, tu te retrouves souvent seul et tu te retrouves souvent à te confronter vraiment à l'absurdité en fait du système. Et donc Kafka n'est pas allemand pour rien, hein. Enfin c'est voilà. Il l'a, je pense, très bien décrit et je l'ai vécu aussi de mon côté. Voilà, c'est-à-dire de te retrouver face à une société en fait qui est tellement réglementée que c'est difficile des fois de se sentir libre en fait. Et c'est bizarre et c'est paradoxal parce que Berlin est justement une ville qui est réputée pour ressentir cette liberté-là. C'est très libertaire en fait, tu vois. Enfin, il y a quelque chose de voilà. Mais ça, c'est le week-end, tu vois. Quand tu rentres chez toi et que tu dois reprendre ta vie, voilà. Alors que Berlin est quand même une ville qui est connue pour ses squats, pour ses mouvements politiques très de gauche, très anticapitalistes. Et je sais qu'il y a encore des gens qui sont comme ça. Les Allemands sont des gens extraordinaires, évidemment, tu vois. Et encore une fois, je ne veux pas généraliser, mais j'ai eu cette expérience et je pense qu'on peut l'expliquer de plusieurs manières. Enfin, c'est une société qui est extrêmement civique. Donc les gens vont toujours payer leur ticket de métro. Enfin, tu vois, ils vont payer leurs impôts. Il va y avoir une espèce quand même de justice sociale, tu vois, de sens de la justice sociale. Mais voilà, il faut que ça reste dans les clous. Il faut pas trop que ça dépasse. Et voilà. Au final, Anissa aime Berlin et les Berlinois. Elle vous l'a expliqué en long, en large, en travers. Mais certains aspects de la personnalité populaire des Français lui manquent. Elle nous a confié son amour de Berlin, de la vie, de la ville. Et si on partait avec elle en balade dans son Berlin ? Du coup, là, j'ai la vue sur le pont, le Admiralbrücke, où il y a un concert qui s'est organisé. Il est 15h30 et il y a déjà beaucoup de monde. Profiter du soleil, à écouter le concert. Mon Berlin à moi, là, actuellement, donc je suis face à un énorme immeuble de style communiste qui est pas très beau et assez gris. Donc moi, j'habite à Frankfurter Allee. C'est dans le quartier de Friedrichshain, donc qui est au nord-est de Berlin. Et donc, il y a un quartier anciennement communiste. Et donc, il y a des énormes avenues. Enfin, vraiment, tu as des énormes trottoirs. Il y a beaucoup d'espace. Et quand il fait gris, ce qui est souvent le cas à Berlin, c'est un peu déprimant. Parce que du coup, vraiment, tu as l'impression d'être anonyme, tu vois, parmi cette grisaille, voilà. Mais quand il fait beau, par contre, donc moi, en fait, si tu veux, quand je sors de chez moi,
J'arrive sur la grande avenue, Frankfurter Allee. Et j'ai en face de moi la Fernsehturm, donc la grande tour, enfin la fameuse tour qui symbolise Berlin. Et les couchers de soleil, quand il n'y a pas trop de nuages, sont magnifiques. Et c'est souvent du côté de la Fernsehturm. Donc en fait, si tu veux, tu vois cette immense rue avec la Fernsehturm à l'horizon. Et là, tu te dis, ouais, Berlin, c'est quand même une belle ville. Et même s'il fait gris, et même s'il y a cette grisaille, et bah, tu vois, quand il y a une lueur de soleil, ça illumine la ville et ça la révèle, en fait, tu vois. Et c'est sûr que les hivers sont très, très rudes à Berlin. Il y a beaucoup de gens qui sont déprimés. Il y a beaucoup de gens qui disent plus jamais, je ne referai plus jamais un hiver à Berlin. Sauf que dès que le printemps arrive, ils oublient. Et du coup, ils restent. Je vis dans ce quartier communiste. Mais avant, je vivais à Kreuzberg. Et en fait, j'avais un balcon dont la vue était sur le canal. Donc, j'avais pas de vis-à-vis. J'avais ce canal, j'avais les arbres, j'avais les cygnes. Et je sentais... c'est comme si j'étais dans un parc, en fait, tu vois. J'avais vraiment... Waouh, c'était la nature, c'est des odeurs très fortes je sais pas, de peuplier, de sol. Il y avait un sol pleureur juste à côté de ma fenêtre et c'était tellement poétique à chaque fois qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve. Enfin, peu importe, tu vois, c'était toujours beau en fait. J'ai tellement de vidéos et de photos de ce balcon. Voilà, donc Kreuzberg où tu te balades et en fait t'as l'impression d'être dans un parc parce qu'il y a tellement d'arbres, je sais pas, ça sent bon quoi, ça sent bon tout le temps. Et là actuellement je travaille à côté de mon ancien chez moi et je ressens cette odeur, tu vois, et j'aime, je me dis waouh, j'aimais quand même beaucoup mon quartier. En fait, ce que j'aime beaucoup à Berlin, c'est qu'il y a une grande culture végane et végétarienne. Et c'est un plaisir, en fait. Parce que moi, j'étais pas végétarienne avant de vivre à Berlin et je pensais que j'allais jamais l'être. En tant que bonne française, bonne viandarde. Et en fait, déjà, la qualité de la viande en Allemagne n'est pas terrible. Elle est très, très industrielle. Donc du coup, ce qui te dégoûte un peu de la viande, naturellement. Mais c'est surtout, en fait, les offres les options véganes et végétariennes qu'il y a à Berlin, où tu te dis, mais je pourrais vivre sans viande, en fait. C'est tellement bon. Il y a tellement d'innovation et toutes les cuisines s'y mettent, en fait, tu vois. C'est vraiment, tu vas au kebab du coin. Tu demandes un gummus kebab sans viande, juste avec des espèces de légumes, mijotés, patates, paprika, courgettes, oignons, et ils te mettent une sauce, un truc, machin, et c'est tellement bon. Ma mère, elle m'a dit une fois, elle avait trop faim quand elle était venue me visiter et elle devait aller à l'opéra, elle avait pas eu le temps de manger, et donc elle s'est précipitée sur le premier, cette espèce de cabane de kebab, le truc, tu te dirais, ouais, c'est dégueulasse, je vais jamais aller manger là. Et elle m'a dit, c'était le meilleur repas de ma vie. Elle me disait, j'y repense encore aujourd'hui, tu vois, bon, déjà, elle devait avoir très très faim, donc je pense qu'elle n'était pas totalement objective, mais vraiment, c'est l'effet que ça te fait, en fait. Et donc, du coup, je conseille à tout le monde, n'allez pas forcément au kebab qui est conseillé par le guide du routard, ou tous les blogs de voyage, parce que c'est comment il s'appelle, Mustapha, qui est à Mehringdamm, et il y a toujours une queue de malade. Bon, il est délicieux, ça c'est sûr, mais allez simplement à Neukölln, donc qui est le quartier turc, et essayez une cabane n'importe où sur la Hermannstraße, et vous serez pas déçus, quoi. C'est vraiment ça que j'aime beaucoup à Berlin. Sinon, il y a les clubs. Il y a les clubs aussi. Mais comme je te dis, post-pandémie, je trouve que ça a quand même pas mal changé. Le paysage de la nuit berlinoise a un peu... il y a certains clubs qui ont fermé, que j'aimais beaucoup et qui étaient beaucoup plus gérés par des collectifs de potes. Donc, il y avait un truc hyper, je sais pas, collégial, festif, pas trop de consommation, tu vois, que tu peux trouver parfois dans les clubs comme le Berghain
ou le Sisyphos, voilà, qui sont des grands clubs, des grandes institutions à Berlin. En fait, je pense que pour sortir à Berlin, c'est important de demander aux gens qui y habitent. C'est-à-dire, moi, je sais qu'une fois, il y a des filles qui ont compris, qui étaient françaises, qui ont compris qu'on était françaises, mais qu'on habitait ici, parce qu'on parlait de notre vie, quoi. Et donc, elles nous ont posé des questions. Elles se sont dit, non. Et donc, je pense que c'est ce qu'il faut faire, en fait. Il faut demander un peu aux gens, si vous êtes intéressés par la fête ou par les soirées, peut-être demander aux gens aux locaux, les plans du week-end. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Avec un parcours aussi dense que passionnant, qu'est devenue Anissa finalement ? Qui est-elle ? Si elle pouvait se qualifier en un adjectif, qu'est-ce qu'elle choisirait ? Hier, je disais à mon copain que pour la première fois depuis longtemps, je me sentais alignée entre mes aspirations et entre ce que je faisais réellement au quotidien. J'ai commencé ce travail il y a peu de temps, le travail avec les réfugiés. Et c'est un travail très difficile, parfois ingrat, parce que tu fais quand même des tâches qui sont ingrates, tu fais tout, c'est assez mal organisé parce que c'est de la gestion en urgence. Et surtout, tu as du mal à communiquer en fait avec les jeunes parce que tu as la barrière de la langue. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression que chaque jour en fait que je travaille, j'apprends quelque chose réellement, tu vois. C'est-à-dire que dans l'expérience que j'ai avec les autres, que ce soit à travers une histoire, tu vois, l'histoire d'un jeune ou d'une jeune, ou d'un de mes collègues, d'une de mes collègues, ou comment on est organisé, enfin tu vois, genre d'être vraiment dans cette activité où tu as l'impression en fait que tu sers à quelque chose vraiment. Et ouais, et en fait moi ça fait des années que je cherche à ressentir ce sentiment-là, tu vois. Enfin, j'ai travaillé pendant 10 ans dans des entreprises, dans des startups, à faire des bullshit jobs, en marketing, en partner management, dans je sais pas quoi. Et j'avais toujours l'impression que je faisais semblant, en fait, tu vois. C'est-à-dire que même si je bossais bien, etc., j'avais l'impression que, je sais pas, je passais 40 heures de ma semaine à faire semblant, en fait, à faire semblant d'être, à faire semblant d'interagir, à faire semblant d'apprendre, parce que j'apprenais rien, tout simplement. Et que ce que je faisais, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ce qu'ils font, c'est pas ça le problème, mais c'est que par rapport à moi, j'avais l'impression que j'étais pas à ma place. Là, que je suis à Berlin, donc je suis heureuse en relation, je suis très amoureuse de mon copain. Et il me manquait quand même ce petit plus, tu vois, qu'est-ce que je fais dans ma vie, en fait, qui je suis professionnellement. Et je sais que pour moi, la frontière, elle est mince, en fait, entre qui je suis, qui je veux être. Enfin, tu vois, j'ai pas envie de distinguer le professionnel du personnel d'une certaine manière. Et c'est pour ça aussi que je fais des podcasts. C'est parce que t'es toujours perpétuellement en discussion avec les gens. T'apprends beaucoup de choses. T'analyses aussi par rapport à des récits, à des expériences. Tu comprends mieux le monde dans lequel tu vis. Et tu peux aussi le faire partager aux autres. Et ça, c'est ce que je fais moi dans ma vie privée. C'est-à-dire que j'adore les grandes discussions avec mes amis. Quand je sors et que je vis une expérience, j'adore en parler, j'adore comprendre comment l'autre a vécu, tu vois. Et donc du coup, c'est pour ça que pour moi, c'est ça en fait. J'ai envie que ma vie professionnelle soit un prolongement de ma vie personnelle et de mes aspirations personnelles. Et j'ai l'impression que chaque jour, je grandis et chaque jour, je suis contente, tu vois. Je suis épuisée, j'ai besoin, j'ai besoin de redescendre, etc. Mais je suis pas frustrée, en fait. Je suis pas là où je me dis, mon potentiel, il est gâché. Et donc, qui je suis, je pense que je suis... Alors, heureux, c'est un grand mot, mais alignée, en fait. Alignée, vraiment. La vie est un flux, en fait. Enfin, c'est quelque chose... qui s'épanouit en fait sans que tu t'en rendes compte. C'est que c'est bien de planter certaines graines, tu vois, mais qu'il n'y a pas en fait une checklist, il n'y a pas à trouver sa voie avant d'avoir 30 ans, enfin il n'y a pas des règles stupides comme ça. En fait déjà je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix. Tout ce que tu fais dans ta vie et tous les choix que tu fais, qu'ils soient raisonnés ou moins raisonnés, peu importe la graine quand est-ce que tu l'as plantée en fait, mais il y a quelque chose, peut-être ça va être une mauvaise herbe ou peut-être ça va s'épanouir. Ça va être un merveilleux lys ou un arbre, je sais pas, tu vois. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard, en fait. Il n'y a pas à se précipiter, et surtout, il n'y a pas à s'en vouloir de faire de prendre des décisions qui, peut-être, sur le coup, paraissent pas très intéressantes, où on se dit, j'ai un peu perdu mon temps, ou pourquoi j'ai dit oui à ce job, ou pourquoi j'ai dit non à ce job.
Parce que finalement, je pense qu'à un moment donné, les choses font sens. Tu lâches prise et il y a quelque chose qui te revient, en quelque sorte. Enfin, voilà. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à remercier très sincèrement Anissa et Prince Char du podcast Homo Sapiens que je vous recommande tout particulièrement. Anissa, un grand merci pour la générosité de ton partage et pour cette très chouette balade au cœur de Berlin. Si vous souhaitez en savoir plus, échanger au sujet de cet épisode, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. On est à peu près partout sur Twitter, LinkedIn, Instagram et Facebook. Bien entendu, je vous dis un grand merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu autant qu'à nous. Bon, et du coup, on part où la semaine prochaine ? Et puis quand on voyage seul, ça, je pense, ça facilite aussi plus les discussions avec les gens. Et en plus, une Mustang électrique qui n'est pas un modèle très répandu par rapport au Tesla, c'est un bon conversation starter. C'est-à-dire les gens viennent te voir en disant mais c'est quoi ce truc ? Mais c'est une Mustang, mais je la connais pas, mais c'est pas une vraie Mustang, mais c'est etc. Ou bien les gens viennent te voir en disant t'es en train de recharger à une borne, mais c'est quoi ? Ça coûte combien ? Combien ça te coûte de recharger ? Tu vas où avec ? Etc. Et quand je commence à raconter mon histoire, c'était marrant. En fait, j'avais un peu un slogan à la fin qui était You give a story, you get a story. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée, une merveilleuse semaine, et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire.